Avec cette question, la vie extraterrestre qui relevait jusqu'à présent du fantasme ou de la philosophie, eh bien c'est devenu une question scientifique sérieuse portée par des outils technologiques de pointe et des découvertes fascinantes entre l'analyse des exoplanètes, l'exploration de notre système solaire et la détection de signaux potentiels. On n'a jamais été aussi proche d'une réponse à cette fameuse question. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Bonjour à vous, Guillaume Graal. Et c'est une question qui nous passionner. Pourquoi est-ce que la recherche de la vie extraterrestre a-t-elle du sens scientifiquement? Oui, alors c'est une interrogation qu'on a depuis assez longtemps. Elle avait été rendue célèbre un petit peu par l'équation de Drake, qui avait été émise en 1961 et qui s'intéressait au nombre de planètes qui pouvaient être habitables dans notre univers. Et puis effectivement, les progrès à la fois en astrobiologie, en physique quantique, même en observation, tout simplement, et puis surtout en intelligence artificielle, nous permettent tout simplement d'avoir un petit peu la folie des grandeurs. En fait, la Voie lactée, donc notre galaxie, elle abrite entre 200 et 400 milliards d'étoiles, autant de planètes que d'étoiles, et il pourrait y avoir 2000 milliards de galaxies, ce qui nous laisse imaginer un nombre de planètes dans l'univers absolument fantastique. C'est 10 puissance 24, c'est 1 suivi de 24 zéros, et surtout ce qui nous a redonné énormément d'espoir, c'est la découverte de ce qu'on appelle des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en dehors de notre système solaire, en dehors de la Voie lactée. On doit des découvertes notamment à Michel Mayor, un astrophysicien et prix Nobel suisse, et il a notamment, on a vu notamment qu'on avait des planètes qui pouvaient être comme des Jupiter chauds, des géantes gazeuses très proches de leur étoile, ou encore des planètes océans, des planètes de lave, des exoplanètes potentiellement habitables également. Et je vous propose d'écouter tout de suite Nabia, donc Michel Mayor, donc l'astrophysicien suisse qui a été lauréat du prix Nobel de physique en 2019 avec Didier Queloz pour la découverte de 51 Pegasus B, la première exoplanète détectée autour d'une étoile de type solaire. On va l'écouter. Moi, je viens par en haut, par le grand nombre, les milliards d'exoplanètes rocheuses qui ont des conditions tout à fait propices, et je refuse de croire que les circonstances particulières qui sont venues là sont vraiment empêchent que ça se passe ailleurs dans l'univers. Et actuellement, des milliers de chercheurs en exobiologie cherchent la vie, développent des instruments, réponse dans quelques dizaines d'années. Quand je parle de vie, c'est aussi bien des unicellulaires. La vie plus évoluée, ça c'est plus compliqué. Donc Michel Mayor, que j'avais pu rencontrer à l'occasion du Paris-Saclay Summit, c'était un sommet absolument formidable. C'était à côté de Paris, à Saclay, c'était pour la 2e édition. Et comment est-ce que les technologies modernes nous permettent de détecter des exoplanètes C'est-à-dire qu'on a de nouveaux instruments absolument fabuleux. Le plus connu d'entre eux, c'est le James Webb télescope, qui va nous permettre, en s'appuyant aussi sur le télescope spatial Kepler par le passé, ou encore le satellite TESS, d'avoir énormément d'informations. Alors pour cela, on va un petit peu tricher. On va s'intéresser par exemple au transit planétaire. Lorsqu'une planète passe devant une étoile, elle en bloque une partie de la lumière, et en étudiant ces variations, on va déterminer sa taille et sa composition atmosphérique. On va étudier également ce qu'on appelle la vitesse radiale, c'est-à-dire qu'une exoplanète exerce une petite attraction gravitationnelle sur son étoile. Ça va créer une oscillation détectable depuis la Terre. On va aussi utiliser l'imagerie directe et l'interféromètre. Ça va nous permettre d'observer directement les exoplanètes proches. Il y a des exemples très récents, comme la mission Europe Kepler, qui a permis d'explorer l'océan sous la glace d'Europe, l'une des meilleures candidates à la vue dans notre système solaire. L'ExoLife Finder, c'est un télescope en développement, il sera effectif dans une dizaine d'années, qui va imager directement des exoplanètes habitables en jouant sur des effets de lumière également. Et puis le fameux télescope James Webb, qui a permis détection possible d'un océan habitable et de biosignatures chimiques. C'est absolument fabuleux. Il faut suivre ça à l'avenir, cette cartographie des systèmes planétaires, parce que notamment l'exoplanète K2-18b, qui est située à environ 120 années-lumière de la Terre dans la constellation du Lion, tout ça, c'était pas possible avant, et c'est la multiplication en réalité des nouvelles missions. Je vous ai préparé un tout petit tableau des missions qui ont eu lieu très récemment, qui auront lieu à l'avenir, et
vous allez voir que c'est très très riche. C'est-à-dire que il y a des choses qui ont déjà eu lieu. On a parlé tout à l'heure de Clipper Europe, mais il y a des surprises à venir, notamment par le MIT avec une mission qui doit permettre de trouver peut-être de la vie sur Vénus. Et puis ExoMars aussi. C'est-à-dire qu'on va faire des forages tout simplement dans Mars pour avoir encore plus d'informations. Prévu en 2028. Voilà. Je me suis rivée sur votre calendrier. Quel nouveau mode d'observation révolutionne la recherche de la vie, Guillaume? Eh ben, on va essayer de regarder ce qu'on appelle des biosignatures atmosphériques. Des instruments comme le télescope James Webb va vous permettre d'avoir des gaz associés à la vie, comme l'oxygène, l'ozone, le métal. On va également utiliser des radiotélescopes et la recherche du SETI. Vous savez, le SETI, c'est cet institut qui est situé en Californie, qui s'appuie notamment sur le projet Breakthrough Life. C'est financé par des milliardaires comme Yuri Milner, mais surtout, il est soutenu aujourd'hui par des institutions comme l'Université de Berkeley. Il s'appuie aussi sur certaines intuitions de Stephen Hawking, l'astrophysicien qui est extrêmement brillant. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, j'en parlais avec plusieurs chercheurs du SETI, c'est qu'on va s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Alors jusqu'à présent, Breakthrough Listen, il a capté plusieurs signaux inhabituels, mais pour l'instant, on s'est rendu compte que c'était surtout dû à des interférences terrestres. Je vous propose ici d'écouter Nathalie Cabrol. C'est une astrobiologiste extrêmement brillante qui est née en France, qui travaille en Californie. Elle est directrice du Carl Sagan Center au SETI Institute et elle est persuadée qu'on va trouver de la vie bientôt. On a véritablement une révolution dans les mains. Comme je le dis souvent, c'est la révolution copernicienne qui continue. Copernic, il nous a décentré, la Terre était plus au centre de l'univers. Elle tournait autour du Soleil, c'est pas le Soleil qui tournait autour de la Terre. Et puis on se rend compte que, eh bien, ma foi, si on n'est pas au centre ni de l'univers ni du système solaire, alors peut-être qu'on est unique. Le système solaire, peut-être qu'il est unique. Kepler est arrivé. Bon, évidemment, il y a Michel et Didier et d'autres qui, à la fin des années 80, ont découvert des exoplanètes. Mais la première grande révolution des exoplanètes, c'est Kepler, la mission Kepler. Et d'un seul coup, on se rend compte que non, le système solaire, il n'est pas si unique que ça. Il y en a des milliers qui sont confirmés aujourd'hui. On sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. Et à la fin des fins, on sait qu'il y a au moins autant de planètes que d'étoiles dans notre galaxie seulement. Et parmi celles-là, il y en a quand même un grand nombre qui sont dans la zone habitable. Alors, on pourra en parler des heures, surtout ça s'accélère avec les nouveaux instruments, avec l'intelligence artificielle. Il y a des progrès absolument fascinants à suivre à l'avenir, notamment la présence de phosphine dans l'atmosphère de Vénus qui a été détectée en 2020. Il y a tout un débat autour des scientifiques parce que c'est ce qu'on a l'habitude de trouver uniquement sur la Terre. On se demande si c'est en masse, si ça repose sur une vie. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ça va nous interroger aussi sur les milieux extrêmes dans les milieux terrestres. Par exemple, la chercheuse Nathalie Cabrol, elle a l'habitude d'aller dans les milieux extrêmes, dans le Licancabur, notamment dans le Chili. Ça va nous permettre aussi de mieux protéger la Terre à l'avenir et puis surtout d'utiliser cette intelligence artificielle pour retrouver certaines traces de vie passée sur la Terre. Mais ça, je vous en parlerai la prochaine fois, Nadia. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Guillaume.